Au feu les pompiers. Akoko venait de réussir son entrée en 2e année de licence. L'adaptation dans le milieu universitaire était devenue totale. La vie, sans petite copine, commençait à lui paraître insupportable. Il tissa une relation avec une jeune étudiante de première année de philosophie qu'il avait rencontrée à la bibliothèque. 1 ou 2 fois par semaine, les deux devaient se rencontrer chez l'un ou l'autre. Elle était calme et douce et se prénommait Sophie. La chambre d'Akoko, au 1er étage d'un immeuble de la cité universitaire, était ornée de posters de grandes vedettes mondiales de la chanson. Un gros appareil aux puissants haut-parleurs pouvait lire sur disque et sur cassette des centaines d'auteurs des musiques de tout genre. Sophie passait des journées entières à les écouter et à danser. Dans le groupe de TD d'Akoko, il admire sa camarade Ursule. Depuis quelques semaines, il voudrait lui parler. Il y réussit. Ursule a un petit copain. Elle résiste aux avances d'Akoko. Ce dernier a une tendance farouche à aller de conquête en conquête. Les échecs, se dit Akoko, ne sont qu'une sagesse de plus pour mieux comprendre les femmes. Un succès sur 3 ou 4 conquêtes, c'est du succès. Alors il n'y a pas de raison de se décourager. J'ai réussi à passer en 2e année. Quelques copines ne sont pas la raison qui va m'empêcher de passer en 3e année et d'obtenir ma licence. De la part des parents d'Akoko, les vivres sont coupés depuis longtemps. Son père sait qu'il est boursier de l'État et qu'il s'est pris en charge. Il loge à la cité universitaire. Son pseudo-salaire est assez suffisant pour qu'il s'habille et se soigne. Ils ignorent qu'il pouvait même s'offrir le luxe de gros appareils de musique, de disques et de cassettes et de la fréquentation de plusieurs petites amies. Dans la chambre voisine de celle d'Akoko, un étudiant en 3e année de licence de physique et mathématiques logeait. Il n'avait pas de bourse et son loyer était assuré par sa famille. Il avait du mal à supporter les bruits de chez Akoko. Le volume de la chaîne de musique était toujours à plusieurs décibels et devenait insupportable pour un voisin qui n'était séparé de lui que par un mur de briques. Les causeries aux heures tardives, ainsi que le bruit des pas des visiteurs d'Akoko, résultat des allers-retours interminables, rendaient infernale la vie de ses voisins. Ce garçon est-il réellement venu faire ses études, ou alors n'y comptait-il pas pour réussir dans sa vie, se disait l'étudiant en physique. Pour des raisons de bon voisinage, ce dernier se réserva de manifester sa hargne pour ce manque de calme que lui imposait Akoko. Le fils d'Evodoma avait en plus des arsenaux musicaux un réchaud à gaz sur lequel il faisait sa pote-pote quand il se lassait des patates et du riz du resto ou quand l'accueil était interminable. Ce soir-là, c'est Hélène qui était chez Akoko. Elle devait y passer la nuit. Au feu, elle venait de poser une poêle à moitié remplie d'huile de palme déjà en ébullition. La petite chambre était envahie de la fumée épaisse qui se dégage habituellement de ces tuiles rouges partiellement raffinées. Il était 21 heures. Quelqu'un frappa à la porte. Akoko alla ouvrir. C'était Sophie. Elle s'étonna de l'atmosphère enfumée des grandes cuisines qui régnaient chez Akoko. « Qui est la demoiselle à la cuisine ?»« C'est mon amie. »« As-tu une autre amie que moi ?»« Je ne t'attendais pas ce soir. »« Quoi ?» Sophie sauta sur le cou d'Hélène qui n'y comprenait pas grand-chose. Les 2 jeunes filles allèrent se balancer sur le lit d'Akoko. Sophie, à coups de griffe, à morsure de dents, lacéra le visage d'Hélène. Les casseroles s'envolèrent. Certaines manquant leur cible allaient s'écraser sur le mur. Akoko, paniqué, tenta de s'interposer entre ses 2 amis. Il bouscula le manche de la poêle et reçut de plein fouet l'huile bouillante sur le visage. Une partie de l'huile se versa au feu, envenimant la flamme dans un bruit explosif. Un accident grave venait de se produire. Les 2 jeunes filles cessèrent instantanément de se battre pour jouer cette fois-ci aux pompiers. Il fallait éteindre l'incendie. Les voisins de chambre d'Akoko accoururent.
Akoko Ralon gisait au pied du mur, le visage en lambeaux. Il fut transporté à l'hôpital, brûlé au 3e degré. Chez Ngandele, les clients du restaurant devenaient pour la plupart des clients personnels de la belle Ngandele. Elle devenait même pour le restaurant un sujet d'attraction. Tous les soirs, ces hommes payaient 2 fois en Ngandele, une fois pour le pourboire au restaurant, puis une seconde fois pour l'agréable compagnie nocturne. Ils n'étaient pas toujours les mêmes tous les soirs. Parfois, ils se retrouvaient à plusieurs à solliciter la compagnie nocturne de la jeune fille. Il ne restait plus en Ngandele qu'à gérer sagement ses compagnons par rapport à son emploi du temps et à ses préférences. L'argent qu'elle gagnait au restaurant devenait insignifiant à côté de ses gains auprès des clients de nuit. Il lui vint ainsi l'idée d'abandonner le restaurant pour se consacrer à fond à cette nouvelle vie. La petite expérience depuis le restaurant me laisse penser que je peux réussir auprès des hommes. Rester cloîtré dans un restaurant toute la journée me perd du temps. Par ailleurs, je n'arrive pas à récupérer mes forces après les fatigues de la veille. J'ai déjà quelques attaches dans certains cabarets et boîtes de nuit. Il y fait bon vivre. J'ai même l'embarras de choix face aux hommes qui se bousculent. Je laisse tomber le restaurant. Les frais pour le loyer ne sont plus qu'un calvaire comme l'an dernier. Prostituée ou autre chose, peu m'importe le nom. Au restaurant le matin, elle informa son patron de sa démission. L'opposition formelle du patron n'y fit rien, puisque le lendemain, comme les jours qui suivirent, Ngandele ne revint plus. À la fin du mois, la fille de Feugue ne manquait pas de payer son bail. Son propriétaire n'insista plus de solliciter ses services au restaurant. Ngandele venait de déverser dans le plus vieux métier du monde. Attendre 30 jours pour gagner 12 000 francs CFA était devenu une servitude. Cette somme était désormais gagnée par Ngandele en 2 jours du nouveau boulot. Certaines soirées fraîches dans le coin de la rue, quand les nouveaux clients se faisaient attendre, lui rappelaient le claquement de ses dents de son premier voyage de nuit avec Akoko sur la piste qui mène en Kolme-Souma. Ngandele s'est initiée avec bonheur à sa nouvelle activité. Elle s'applique et se façonne merveilleusement. 6 mois plus tard, Ngandele déménagea pour aller dans le quartier des professionnels. Elle se fit rapidement des copines. Son intégration fut facile. En réalité, Ngandele avait brûlé les étapes. Sa beauté ne l'avait point quittée. Elle avait à peine 22 ans. La rue payait bien. À cet âge, quand on est d'un teint mat et velouté, quand on a une taille de guêpe, une démarche de gazelle, une chevelure de crinière et un regard d'antilope, le sourire de la vie vient toujours au rendez-vous. Au bout de la première année, dans le nouveau quartier, l'étape de la clientèle locale est vite franchie. Ngandele s'est mis à surveiller les mouvements des avions et des bateaux. Les stewards de l'air ou de la mer étaient une cible privilégiée. De même, les grands hommes d'affaires, les banquiers, les PDG et les autres manipulateurs de grosses finances de tout pays étaient les bienvenus auprès de Ngandele. Elle n'avait grand-peine à se faire des clients de ce calibre. Le bord de la rue n'était plus qu'un souvenir regrettable. Elle se rappelait de temps en temps ses premiers sourires timides et naïfs aux clients du restaurant. Elle se souvenait avec amertume de sa timidité de jeune paysanne fraîchement débarquée en ville. La rue devant sa chambre, commune avec Akoko, avait servi de laboratoire. Là, certains assos ou associés avaient voulu devenir ses titulaires ou au moins ses réguliers. Cela offrait de temps en temps de petites sommes pour ses petits besoins de toilette. Sortie du sous-quartier, Ngandele avait gagné les grandes places de la ville. Elle était partie du cadre mi-gréé, mi-pudique que constituait le seuil de sa porte ou le restaurant pour aller voguer au marché mondial. C'était une grande place publique, au beau jardin illuminé par les projecteurs, un carrefour où donnait une multitude d'avenues et de boulevards. Ngandele n'a passé que quelques mois dans cette pratique nouveau style, à faire tard dans la nuit des 100 pas dans le beau jardin, bien mis et bien fardé, et à s'exposer aux phares des clients aux grosses cylindrées. Les piétons, classés parmi les minables, ne présentaient aucun intérêt.
Les promeneurs au volant qui connaissaient les raisons de l'existence des solitaires parfumés pour les embêter feignaient de s'arrêter ou s'immobiliser vraiment quand la fille s'approchait du véhicule. Ils redémarraient en plein régime. Les vrais chercheurs d'aventure stoppaient résolument, baissaient la vitre de leur portière et échangeaient quelques paroles avec la demoiselle. Le marché conclu, la piétonne montait à bord pour une destination inconnue, sans autre forme de procès. Les petites boîtes de nuit des premières sorties dansantes de Ngondélé ne lui convenaient plus. Ngondélé venait de découvrir dans les grands hôtels le réseau des voyageurs internationaux aux poches pleines. Dans ces grands buildings au luxe insolent, la fille de Feugueux se payait un café qu'elle sirotait des heures durant. Parfois, quand un dancing se trouvait au rez-de-chaussée ou sous le sol, elle allait s'exhiber quelques heures. Et l'expérience était si bien acquise qu'une cigarette qu'elle quémandait à un tel inconnu ou une allumette qu'elle demandait à un tel autre n'était qu'un prétexte qui nouait le dialogue. Il fallait bien que sa présence soit remarquée, qu'elle puisse aborder un client pour lui exprimer son entière disponibilité. Ngondélé, en quelques années, avait acquis une telle aisance en relations publiques qu'à côté d'elle, ses compagnes de misère n'étaient que des piètres et restaient au stade artisanal. Avec la clientèle internationale, disait Ngondélé à une de ses amies, on joue de l'exotisme. Et en même temps, on est payé gros. C'est l'occasion ou jamais de vivre dans les hôtels à plusieurs étoiles, surtout quand on n'a pas pu décrocher son certificat d'études. On peut également tomber sur un gars qui a de l'herbe ou de la poudre. Quelle évasion! Il y a plein de choses que nous ignorons et que nous devrions apprendre des voyageurs. Laisse tomber tes vieux réguliers du quartier et rejoins-moi. Tu sembles très avancé sur ces pratiques que tu me cites à demi-mot et avec tant d'enthousiasme, répliqua son ami. Bien sûr que oui, dit Ngondélé. En plus des hommes et de leur argent, j'aime le sniff, j'apprécie le shot. Si ça ne te dérange pas, je te branche. Pas tout de suite, répliqua son ami. Sache que si la prostitution est tolérée, l'usage et le trafic des stupéfiants sont interdits par la loi. Tu t'exposes à la fois à la police et à la maladie. Et puis, ces pratiques que tu cites ne courent pas les rues dans notre pays. Tu deviens une vraie importatrice de vices nouveaux. Fais attention, Ngondélé. Oh, tu parles de maladie. Quelle maladie? Reprit Ngondélé. Tu m'as bien regardé. Je ne suis pas un véritable dealer. Mes rares relations qui font usage de l'héros, de la coque ou du hache se portent à merveille. En plus, on ne va pas tourbillonner sous le nez de la police. Et puis, n'oublie pas que la police n'arrête que qui elle veut. Par ailleurs, les flics ne sont avant tout que des hommes. Et tous les hommes sont les mêmes devant les femmes, comme devant les joints. Devant les femmes peut-être, mais pas devant les joints. Si les hommes les fument, à ma connaissance, je n'en ai jamais rencontré. Les femmes et les jointes n'ont pas commune importance devant les hommes. Tu es malheureusement engagé dans une voie regrettable, et je pense que tu en perds la tête, conclut son ami. À l'hôpital de Sec, Akoko venait de passer 5 semaines à se faire soigner les brûlures. 2 tentatives de greffe de peau avaient été essayées sans succès véritable. Akoko était complètement défiguré. Les cicatrices étaient si rétractiles que la commissure oculaire externe droite lui bridait totalement l'œil. L'aile gauche du nez avait presque disparu. Du même côté, la commissure buccale se fermant mal, laissait en permanence la canine inférieure à découvert. À la sortie de l'hôpital, Akoko était plutôt hideux. Sauvé de la mort, mais loin de sa licence et des autres rêves d'avenir. Il est renvoyé de l'université pour faute lourde à la cité universitaire. La famille de Ngondélé avait été informée de l'accident d'Akoko et de son retour dans son village. Aucune autre démarche vers la piste d'Akoko ne fut engagée par Feugueux. Plus rien n'y parut intéressant, Ngondélé s'en était séparé. 8 années s'étaient écoulées. Ngondélé avait atteint le niveau de l'excellence dans la prostitution. Elle avait oublié Akoko. Ce dernier, atrocement défiguré, avait vu ses charmes d'antan s'envoler en fumée lors de la bagarre des copines. Ngondélé n'avait plus revu ses parents depuis plus de 9 ans. Elle ne les avait pas oubliés.
Elle pensait souvent à l'âge très avancé que devait déjà avoir son père. De temps à autre, Gondélé rentrait dans les méditations mélancoliques, se demandant comment elle était arrivée à la prostitution et à la drogue. Elle affichait de ne pas se soucier de ses deux vices. En réalité, elle reconnaissait avoir fait fausse route et sa vie était devenue un duel permanent entre les reproches de sa conscience et l'entêtement de son corps. Gondélé était sous l'emprise des exigences de la vie facile. Elle était devenue prisonnière des chaînes de la drogue. Un vif remords l'arrangeait lorsqu'elle pensait à l'entêtement qu'elle avait manifesté à l'endroit de ses parents au sujet d'Akoko. Ce dernier était la source de ses maux. Bien que l'ayant partiellement oublié, Gondélé n'avait jamais pardonné à son premier amant cette aventure devenue interminable, même sans lui, dans laquelle il l'avait entraînée. La jeune fille se sentait dans une situation de non-retour. À cause des blâmes et des moqueries qui, croyait-elle, l'attendaient, elle n'osait plus rentrer en Kolmesoma. Feugue n'avait reçu que quelques bribes d'informations sur la vie de Gondélé en ville. Il connaissait l'essentiel car il avait appris qu'Akoko s'était séparée de sa fille, que celle-ci se prostituait et qu'elle s'adonnait aux stupéfiants. Eva, bien que ses deux autres filles eussent trouvé bonheur dans le mariage, passait des nuits entières à pleurer Gondélé. Elle se rappelait la belle époque où ses trois enfants, encore impubères, s'étaient partagés les recettes de viande selon les bêtes abattues. Gondélé avait choisi les oiseaux, tandis que ses deux sœurs avaient préféré les quadrupèdes. Quand Eva revivait ce charmant passé, comme dans un rêve, elle s'arrachait pendant de longues minutes de la réalité cuisante qu'était devenue son existence. Quand elle redescendait dans la réalité, comme victime d'une volée de coups mortels, Eva éclatait en sanglots. Feugo était plus octogénaire maintenant. Endurci, il ne manifestait son chagrin pour Gondélé que par un silence qu'il pouvait garder parfois des heures durant. Feugo et Eva n'ignoraient pas que leur fille était restée que quelques mois avec Akoko. Ils savaient également que ce dernier avait continué régulièrement ses études, mais ils n'auront jamais su la cause de leur rupture. Personne de la famille d'un Gondélé n'osa se rendre en ville auprès d'un Gondélé parce que le milieu dans lequel elle évoluait en faisait une proscrite. Mise en quarantaine de cette manière, Gondélé venait donc de laisser 10 années s'écouler sans se rendre en Kolmesoma. Les choses s'étaient stabilisées de cette façon quand un soir de juin, elle se sentit si fatiguée qu'elle ne put aller danser.